course à pied n'a jamais été aussi populaire. Blaise, tu en témoignes parce que tu es dans ce monde-là. Effectivement. Et il y a plusieurs mythes, malgré tout, qui perdurent et qu'on entend et que là, tu vas peut-être venir détruire ou du moins faire la part des choses par rapport à ça. Ouais. Le premier, c'est, on dit que 5 à 10 minutes d'activité physique par jour suffit et que c'est aussi bon que 30 minutes pour être en santé et réduire le risque de décès. Est-ce que c'est vrai? En fin de compte, je ne sais pas si vous avez vu ça spinner dans les médias, mais ça a beaucoup fait parler. Il y a une étude de Lee, un docteur, en fin de compte, qui a fait une étude avec 15 ans de suivi chez 50 000 sujets. Et pour constater que juste 5 à 10 minutes, c'était suffisant pour réduire le risque de décès chez la population en général, même les récréatifs. Ouais. OK. Mais c'était pas aussi de l'effet de... Parce qu'on va dans l'intervalle. Ça dépend aussi du type. Oui, mais dans cette étude-là, même à faible intensité, c'était déjà payant. Donc, c'est un petit peu vrai avec cette étude-là, mais il faut dire qu'ils n'ont pas regardé la qualité de vie, ils n'ont pas regardé le risque de maladies de toutes sortes, ils ont juste regardé le risque de décès. Et faire des recommandations publiques générales, de dire juste 5 minutes par jour, c'est assez, puis vous avez fait votre sport, puis vous pouvez rester à la basse intensité, ça marche pas. Puis c'est ça qui a été repris dans les médias en général. Fait que l'étude n'était pas mauvaise, elle soulevait quelque chose d'intéressant. Juste un peu d'entraînement est déjà très bon pour les coureurs, pas pour les coureurs, pour tout le monde. On est comme les mortels. Mais les dosages optimaux, 30 minutes, 5 fois par semaine. Oui. D'ailleurs, Pierre Lavoie le dit aussi. Ça, il est déjà venu ici. Oui, tout à fait. Ensuite, les enfants de 9 ans et moins ne doivent pas courir plus de 3 km à la fois et maximum 6 km par semaine. Mythe ou réalité? Alors, ça aussi, il faut mettre des bémols, parce que ça, c'est ce que recommande la Fédération internationale d'athlétisme et la Fédération québécoise d'athlétisme, donc. Et en fait, c'est intéressant parce que les recommandations pour les enfants, c'est de faire du sport 1 heure par jour. Oui. Puis quand ils courent, on leur permet pas de faire plus que 2 ou 3 kilomètres. Fait que c'est un peu paradoxal. Ils jouent au soccer pendant 2 heures de temps. Ils en courent une shot là-dedans. Ils en courent une shot, puis là, quand ils courent, ils n'ont pas le droit. Fait que c'est des recommandations pour les parents qui poussent leurs enfants à faire de l'activité, mais sinon, c'est pas applicable. C'est-à-dire que l'enfant qui a envie de courir puis qui par lui-même veut courir plus, il n'y a aucun problème. Au niveau physiologie, au niveau mécanique, au niveau blessure, il n'y a aucun problème. Même s'ils sont en croissance, c'est ça, il n'y a aucun danger. Autant, plus ils bougent, mieux c'est. J'espère. La course à pied augmente l'arthrose du genou, l'impact au sol répété crée des lésions sur le cartilage et qui deviennent à la longue irréversibles. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, ça, on a dit ça longtemps. Hein? Si tu cours, là, ça va tasser les vertèbres, tu vas avoir de l'arthrose au genou. Puis là, ben désolé, mais il y a plein d'études qui nous montrent que c'est pas vrai, puis c'est même le contraire. Les coureurs ont des cartilages plus solides, plus épais que les non-coureurs. La meilleure manière de prévenir l'arthrose du genou, c'est de courir. C'est de courir? OK, puis donc si tu en fais, tu peux courir quand même. Et même si tu as de l'arthrose au genou, le fait de continuer de courir sans te faire des grosses synovites, c'est-à-dire des genoux qui vont gonfler de façon importante, tu retardes la prothèse totale. Donc, tu restes en santé plus longtemps avec tes genoux, même si tu as déjà de l'arthrose. Parce que tu nous as dit que l'os vit, donc il prend de la force aussi en force de courir. Exactement. Autre maintenant, s'étirer diminue l'incidence des blessures et les douleurs d'entraînement, comme être raqué, et améliore la performance et la récupération. Alors, la science est catégorique. Qu'on s'étire avant, pendant ou après, ça ne change rien au fameux raquage, les courbatures. L'autre chose, c'est qu'on pensait que de s'étirer bien comme il faut avant d'aller faire notre jogging ou notre game de soccer, ça aidait à prévenir les blessures. On constate que non. Pire que ça, on pourrait augmenter le risque de blessure. Oui, c'est ça. Puis là, on s'étirait aussi pour aller plus vite, pour dire on va améliorer nos performances quand on fait du sprint, quand on fait même un 5 km d'endurance. Et finalement, si on s'étire avant, on réduit les performances. Ah oui? Comment ça? Bien, en fait, c'est un peu complexe, mais il y a plein de raisons. Ce qu'on sait, c'est que l'intérêt de faire du stretching, c'est de le faire à distance des entraînements pour avoir une bonne flexibilité, mais pas de le faire avant. Juste avant. Juste avant, on altère les mécanismes à l'étirement, on altère plein de choses. Exactement. C'est ça. Donc, c'est pas de l'étirement qu'il faut faire, c'est de l'échauffement. Exactement. On augmente sa température. Fait que si, par exemple, vous voulez faire de la vitesse en course à pied, vous allez faire un petit jogging. Il n'y a aucun étirement là-dedans. Puis après ça, vous faites des petits tempos là, pour accélérer tranquillement votre rythme et pour arriver à ce que vous allez faire, qui est votre game de soccer ou des sprints ou quelque chose comme ça. Mais on ne s'étire pas les articulations puis tout ça. Pas avant. Prendre des anti-inflammatoires, genre Advil et autres, là, ça permet de retourner plus rapidement son activité et ça sans conséquences négatives. Ça, là, il y a une étude au Marathon de Boston qui a montré que 50 des gens qui prenaient le départ du Marathon de Boston prenaient des anti-inflammatoires. Et quand je dis anti-inflammatoires, il y a ceux en prescription médicale,
Mais Advil, Motrin, Ibuprofène, les crèmes de Voltaren anti-inflammatoires, c'est des choses qui se vendent à la tonne et qui ont un effet délétère sur la réparation des tissus. Tu te blesses, tu prends des anti-inflammatoires, tu guéris moins bien ta blessure. Et ça, il y a de plus en plus d'études qui nous montrent ça. Et donc, on est de plus en plus prudent, comme professionnel de la santé, de recommander de prendre des anti-inflammatoires en vente libre ou en prescription. Donc, c'est pas nécessairement une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire, c'est même nuisible à la bonne guérison des tissus dans bon nombre de cas. Donc, ne prenez des anti-inflammatoires que si vous avez eu les conseils d'un professionnel de la santé averti qui connaît ces concepts-là. Donc, 50 qui prennent ça avant un marathon, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Puis pire que ça, c'est que pendant un marathon, on peut même augmenter le risque de faire ce qu'on appelle de l'hyponatrémie, des chocs rénaux, qui a amené quelques décès à travers le monde. Et les anti-inflammatoires contribuent à ça, malheureusement. Un autre ici. Alors, lors d'une activité d'endurance, dans le but de prévenir le coup de chaleur, il faut boire souvent, et ce, même si on n'a pas soif. Celle-là, je veux la savoir. Moi, je serais porté à penser que non, parce que moi, quand j'ai pas soif, puis je suis pas capable de boire, mais vas-y. Mais ça, c'est drôle parce que le marathon de Québec, il fait chaud des fois, puis à Montréal aussi. Puis quelques semaines avant, on interroge différents spécialistes et on dit tout le temps, là, il va faire chaud, buvez beaucoup pour prévenir le coup de chaleur. Très peu de lien entre la consommation d'eau et le coup de chaleur, c'est-à-dire que le coup de chaleur est relatif à l'intensité de l'activité. Et souvent pas dans les marathons, mais dans les plus courts, 5-10 km, où on est très intense et là, on a plus de risque de faire un coup de chaleur. C'est normal de se déshydrater partiellement pendant un marathon. Les meilleurs au monde perdent 10 de leur poids de corps pendant les records du monde. À la sueur, À la sueur. Et c'est normal de perdre 2, 3, 4 de son poids de corps. Et on a longtemps pensé que si on se déshydratait, on allait réduire les performances, ce qui n'est pas le cas. Et l'autre petite chose sur... Mais pendant, excuse-moi, pendant l'activité, est-ce qu'on est mieux de boire ou dans le ça ne change rien? L'idéal est de boire à sa soif. Parce que la soif est le meilleur indicateur sur son état et c'est normal donc de se déshydrater. Après ça, on a un signal de soif, on boit. Et si on boit à sa soif, on a peu de chances de faire ce qu'on appelle l'hyponatrémie, qui est une surconsommation en eau qui a plus de potentiel dangereux que d'être sous-hydraté. Ah oui, mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc, comme quelqu'un comme toi qui a vraiment jamais ça, tu fais du sport, j'ai fait Pas de stress. OK, merci. Parlons des fameux espadrilles. L'absorption et les technologies de la chaussure préviennent les blessures chez le coureur en diminuant les chocs et en alignant le squelette. Est-ce que c'est vrai? Alors, ça, c'est ce qu'on a enseigné partout. Alors, si tu as un pied plat, ça te prend un antipronateur. Les antipronateurs, c'est ces fameux double densité ici, les couleurs en interne de la chaussure pour empêcher le pied de trop s'écraser. On sait maintenant, avec plusieurs études, que ça ne marche pas de faire une prescription en fonction du type de pied. On a pensé longtemps que si on mettait de la mollesse dans les chaussures, on allait augmenter, réduire le stress, l'onde de choc et donc les blessures. Ça ne marche pas. Semelle dure, semelle molle, aucun changement sur l'incidence des blessures. Les grosses semelles, maxi. là. Alors là, on a eu la mode des mini et maintenant la mode des maxi. Oui, voilà, la différence est immense. Voilà. Donc. Et ça se vend comme des petits pains chauds aux États-Unis. Les C'est grosses? vraiment les grosses chaussures, ça se vend à un maximum. Dans la conception, encore une fois, que ça va prévenir les blessures. Et ce qu'on sait, en fin de compte, c'est que plus la chaussure est grosse, plus elle augmente le stress sur le genou, la hanche et le dos. Plus elle est petite, plus elle augmente le stress sur le pied et le tendon d'Achille. C'est ça. Fait que finalement, on prend du stress à une place, on le met à d'autres places. L'idéal est de ne pas changer trop ses habitudes si on ne veut pas performer et qu'on n'est pas blessé. Garder les mêmes habitudes, mais si vous êtes un débutant, commencez avec des chaussures plutôt minimalistes pour induire des bonnes biomécaniques. Des bonnes habitudes. Merci beaucoup, Blaise. Au retour, on parle de cinéma et de showbiz avec notre amie Cynthia.